Hey, bonjour Hello, Olivier. Tu veux comment essayer ça d'arrêter va? cette musique? Ça va et Ça y est, toi? c'est arrêté. Très bien, écoute, Ouais. en ce temps, nous on a le bleu radio là, donc c'est super. Et tu n'es pas à Vivatech, donc tu fais partie Eh des, non, eh non, j'irai peut-être partie des- demain. tu- Ouais. Ouais, bah, j'y suis allé hier. D'ailleurs, j'ai publié ce matin sur le site, en anglais et en français, sur le sujet de la création d'IA, la création de contenu avec l'IA, ce qu'ils appellent le Creative Studio chez Webedia. Bah écoute, tu verras. C'est assez J'ai intéressant. En raison, tout cas, ce que j'ai remarqué, carrément. oui, c'est que dans les médias, et aussi dans la blogosphère, on va dire, si ça, enfin, le terme blogosphère est un peu ancien, mais on dénigre beaucoup le high-tech, qui est un peu toxique, qui est considéré un peu, qui est sous les feux de la critique. Moi, ce que j'ai remarqué hier, bah, c'est que ça n'a pas l'air d'arrêter beaucoup de monde. Donc il y a un engouement terrible pour l'IA, et surtout je pense que ce à quoi ça me fait penser, ouais, il faut être honnête et rendre à Vivatech ce qui appartient à Vivatech et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils ont réussi un coup, quoi, parce que vraiment, c'est tellement immense ce truc, je sais même pas par quel bout commencer, quoi. Alors et d'ailleurs, ils ont fait un truc sur leur application, parlant de design, qui est extraordinaire, hein, avec ils ont intégré l'IA générative et tu peux chercher à l'intérieur de leur programme par tes centres d'intérêt et il te fait le programme lui-même. C'est ça, c'est vraiment Ah oui, génial. Ah ouais, ça c'est bien. c'est très très bien fait. Peut-être que si j'ai le temps, j'essaierai d'interviewer François Bitouzé, qui est le patron de Vivatech là-dessus, parce que je trouve franchement l'organisation de ce truc est absolument remarquable. Il y a des milliers de conférences. Elles commencent toutes pile poil à l'heure, elles finissent toutes pile poil à l'heure, et il n'y a personne qui les plante. Ils sont tous là sur les. Ça C'est c'est bien. vraiment, vraiment remarquable. Vraiment remarquable. Ouais. Voilà. Quoi qu'on pense après de ce qui est dit dans l'événement, hein, je dirais, l'événement en lui-même est absolument sublime, quoi. Bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir ici. Récemment, tu m'as invité, tu as eu la gentillesse de m'inviter sur un de mes sujets. Là, je me disais, ça paraît logique de moi de t'inviter sur un de tes sujets de prédilection, qui est la conception web, avec ton passé de designer web, mais surtout ta vision de stratège du web. Parce qu'aujourd'hui, à l'évidence, il se passe beaucoup de choses autour du design web et on entend beaucoup de promesses. D'ailleurs, je me suis un peu trompé dans mon entre mon guide d'entretien et comment dire, le titre que j'ai mis sur LinkedIn. J'ai mis prouesse et promesse. Et finalement, c'est assez révélateur parce que on verra, il y a peut-être des promesses qui sont peut-être pas complètement tenues. Mais ce qu'on voit Hmm. circuler quand même depuis un certain temps, c'est à tout le moins, c'est une révolution quand même, bonne ou mauvaise, complète ou pas complète, de la façon dont on conçoit des sites web, ou on les conçoit pas d'ailleurs. Et, euh, je compte sur toi pour nous éclairer là-dessus. Hmm. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a Vivatech, donc il y a beaucoup de monde qui est accaparé par d'autres sujets, mais quand même, on a déjà quelques visiteurs, dont notre ami Sylvain Momori, qui nous salue. Et on le salue à Très notre bien. tour. Bonjour Et Sylvain. peut-être un jour, d'ailleurs, on fera bientôt un webinaire avec Sylvain. C'est pareil, c'est un secret, hein. Il y a un truc qui va sortir, mais j'ai pas le droit de dire quoi. Alors, donc, on verra bien. Très bien. Alors d'abord, j'ai une question pour toi. D'abord, parlons de l'IA dans la chaîne de conception du web. Euh, D'ailleurs, déjà, est-ce qu'on va continuer à faire des sites web, déjà, pour commencer? Et puis, deuxièmement, comment penses-tu qu'il faille intégrer, ou non, ces générateurs IA dans cette chaîne de production? Comment oui, c'est la bonne question parce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, on se demandait s'il fallait les intégrer. C'est pas forcément évident. Alors, il y a toujours deux attitudes par rapport à ça. C'est l'enthousiasme débridé qu'on va te retrouver plutôt chez des
les plus jeunes, parce que peut-être qu'ils découvrent tout ça et ils ont encore la capacité d'émerveillement qu'on peut avoir à cet âge-là. Et puis les plus anciens qui ont le recul et l'expérience et la sagesse nécessaire pour se dire oui, d'accord, ça a l'air super, mais est-ce que vraiment on peut en faire quelque chose? Mais je crois qu'aujourd'hui, la question est plus là. Elle est définitivement oui, on va s'en servir, on s'en sert. Je ne vois pas comment on pourrait y échapper parce que l'IA est tellement intégrée dans tous les outils. Je repense à l'outil principal de conception, Figma, qu'il avait depuis longtemps, mais ce n'est pas nécessairement uniquement ces outils-là qu'on va retrouver l'IA, mais bien à tous les stades, enfin à tous les maillons de la chaîne de production de sites web. Donc, comment, c'est une vaste question. Peut-être que je répondrai en disant une chose qui me paraît, qui est peut-être évidente pour tout, c'est que pour moi, l'IA, c'est pas forcément l'outil de production qui va aider à aller plus vite. Euh, ou en tout cas qui va permettre d'aller jusqu'au produit fini, mais c'est plutôt comment dire, à la fois un outil qui va permettre d'améliorer la réflexion, d'ouvrir les horizons en explorant des pistes qu'on n'avait peut-être pas l'opportunité d'explorer en temps normal. Alors je vais en parler tout à l'heure, mais je pensais à Stitch, qui est un outil expérimental des studios Google Labs, qui permet de générer des maquettes de sites à la volée. C'est assez rapide. Comparé à un être humain, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, Stitch va te sortir des pages web, là où il faudra une journée ou deux pour un humain. Alors, très impressionnant, mais en réalité, c'est pas un outil qui a cette compréhension des choses que peut avoir un être humain quand il crée des maquettes. Donc comment voilà, en fait, aujourd'hui, l'IA est présente dans tous les outils qu'on a, à la fois dans les outils de design, à la fois dans les outils de test, dans les outils de conception, dans les outils de réflexion, dans les outils de retouche graphique. Je pense à Photoshop. Euh, donc c'est partout, en fait. On ne peut pas y échapper. Maintenant, la question qu'on va avoir, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose à la façon dont on crée des web? Et pour répondre à ta question, ta première question, c'est oui, on va continuer à faire des sites web. Et j'aurais même tendance à dire, on a même intérêt à en faire encore plus aujourd'hui qu'avant. On pourrait revenir là-dessus, mais en tout cas, le site web ne va pas disparaître, même si on peut avoir cette sensation qu'il va servir. Je pense que c'est pas vrai. Mais en tout cas, dans le design, l'IA est présente à tous les étages. Après, évidemment, la question, c'est comment on s'en sert, à quel moment on s'en sert, et comment aussi ne pas se tromper dans l'utilisation des IA, parce que, comme moi j'ai pu le voir déjà aussi dans le développement, mais aussi dans la conception graphique, on anticipie les limites, et il est hors de question, en tout cas pour moi, de se fier entièrement à l'IA pour concevoir un site web. Je pense que ça, c'est une erreur, et je pense que c'est quelque chose, c'est un discours qu'on ne doit pas laisser circuler, même si, évidemment, quand on lit des posts sur LinkedIn, on va tomber sur des gens qui vous font la promesse que vont vous générer le site web en 3 minutes. Alors oui, évidemment, mais au-delà enfin, très vite, on va se rendre compte que ça, c'est pas viable, en tout cas, c'est pas sérieux, et qu'il faut aller quand même plus loin. Ouais, alors il y a effectivement certainement quelques limitations derrière. Enfin, il y a quand même une fascination, effectivement, derrière ces outils, que ce soit des outils d'ailleurs de design ou même d'ailleurs carrément Claude Code ou qui permet de faire des interfaces web d'une manière quasi instantanée et il faut l'avouer, plutôt bien fichue. Mais effectivement, ça peut générer des fois quelques soucis, ne serait-ce que pour maintenir le site, par exemple, ou le faire évoluer. Les choses sont peut-être pas aussi simples que ça. On a une fascination instantanée, mais bon, derrière, on n'a pas forcément, on va pas forcément gagner du temps dans le long terme. Alors, justement, d'après toi, quels sont les usages les plus solides en IA aujourd'hui autour de cette conception de site web? Quels sont ceux sur lesquels on peut se baser les yeux fermés, je dirais? Ouais, moi, il y en a un qui me vient vite à l'esprit, c'est tout ce qui est prototypage. J'avoue que là, on a quand même, enfin, c'est quand même un gain qui a été réalisé parce que quand on faisait du prototype aujourd'hui, alors je parle pas de site parce que là c'est très très basé en termes de UX, de design, mais
plutôt sur des applications, voire des applications complexes, des applications mobiles, dont on a besoin d'implémenter des nouveaux usages, des fonctionnalités un petit peu complexes. Le prototypage, c'était quand même un peu la croix et la bannière. Bon, il fallait faire un peu les choses à la main, on va dire. On était déjà pas mal aidé avec des outils comme Figma. Là, ce qui est pas mal, c'est que si on, alors je pense que c'est une question de promoting aussi, mais si on est bon, on peut arriver déjà à développer. Alors par exemple, avec un outil comme Stitch, on peut déjà développer vraiment un site statique qu'on peut faire utiliser à des gens. Et donc, ça permet déjà d'avoir un premier retour. Et là, l'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut en quelques minutes développer 1, 2, 3, 4, 5 sites différents pour tester des choses. Ça peut être l'apparence graphique, ça peut être des parcours utilisateurs. Bon, ça, c'est intéressant. Ça n'empêche pas qu'il faille faire de la retouche peut-être derrière, mais en tout cas, là, il y a déjà des choses qu'on ne peut pas faire avant qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, ça ne s'adresse pas à tous les projets. On ne va pas tout prototyper, mais en tout cas, ça a un intérêt. Et là, tu es à l'instant de développement. Et je trouve que alors là, il y a vraiment quelque chose de vraiment nouveau et intéressant. C'est avec le coding, donc que ce soit avec Claude Code ou avec Antigravity, ou enfin des outils comme ça, on peut vraiment développer des applications très très vite, sans nécessairement avoir une grande connaissance technique, même si je pense qu'il faut quand même en avoir un petit peu à minima, et créer des applications vraiment connectées à une vraie base de données. C'est un peu plus long à faire, mais là, on va tout de suite dans des choses qui permettent de tester des concepts, qui permettent de tester des vraies saisies de données, des formulaires, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça ne garantit pas qu'on va avoir une bonne UX, parce que on y reviendra peut-être là-dessus, mais l'UX, ce n'est pas les interfaces, hein, ce n'est pas des enjeux d'interface, c'est bien, on parle de user experience, c'est bien ce que ressentent des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif, mais qu'on sait très bien analyser, hein, et ça, c'est pas nouveau. Mais en tout cas, on peut arriver à créer rapidement des choses intéressantes. Bon, et puis après, on peut utiliser l'IA pour plein de trucs. Alors moi, je vois des gens qui l'utilisent pour faire des personas, par exemple. Why not? Si on arrive à connecter ça quand même à des sources de données un peu fiables, parce que si c'est pour sortir des personas standardisés et complètement génériques, l'apport est vraiment très faible. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça peut être utilisé par exemple, pour faire du tri de cartes, pour faire la définition d'arborescence. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on gagne quand même un temps fou. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense que ça peut accélérer les process, ou en tout cas faciliter le travail de pas mal de monde dans tout ce qui est dans la phase de recherche ouais, pour le X. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Après, je suis beaucoup plus dubitatif sur alors, j'ai vu passer ça récemment, des, des personnages artificiels, enfin des personas artificiels qu'on utiliserait pour aller tester un site web. J'ai encore du mal à penser qu'une IA puisse vraiment simuler un comportement humain. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'input interne. Je veux dire, on ne peut pas représenter le vécu et le vivant d'une vraie personne humaine avec une IA. Enfin, ça me semble plutôt. Je pense que ça ne marchera vraiment jamais. Il y a trop d'inconnus, trop de paramètres. Donc là, moi, j'y crois pas. Après, peut-être que d'autres le font, mais je suis assez dubitatif. Et après, je pense quand même que de toute façon, dans le domaine de l'UX, qui est un domaine purement humain, parce que ça repose sur l'ergonomie, et l'ergonomie, c'est la psychologie, et la psychologie, c'est quand même une sacrée paire de manches, hein, c'est quand même très subjectif. L'UX, c'est un domaine profondément humain où on a besoin de faire valider les choses par des humains. Ça, j'y crois encore beaucoup. Mais en tout cas, une chose est certaine, on peut utiliser à des moments de la production et de la création d'interfaces, sans problème. D'accord. Alors, on va revenir sur cette histoire de valider par des humains, parce que j'ai une petite question. Mais avant, j'aimerais bien qu'on se penche sur la question de Sylvain, qui nous demande ce qu'on pense de l'invasion des sites 100%. Ouais, alors là, moi j'avoue, c'est un phénomène que j'ai du mal à viser. J'imagine que c'est vrai. Et oui, enfin, j'ai aucun doute là-dessus même. La question que je me pose par rapport à ces sites, c'est d'abord, bon, qu'est-ce que ça vaut en termes de contenu informationnel? Qu'est-ce que ça apporte comme service? On connaît toutes les dérives de l'IA aujourd'hui, hein, c'est le slop, donc du coup,
les gens se mettent à produire des sites web à la chaîne, à la volée, comme ça, et 100% IA, douter de la qualité du contenu. Et là, je dirais, si je reviens sur la thématique de l'UX, évidemment, si c'est un site web informationnel, j'ai aucun doute sur le fait que le site soit à peu près bien fait, à peu près, je dirais. Mais si on commence à rentrer dans des choses un petit peu complexes, avec un peu de service, je ne sais pas si c'est le cas, avec des parcours un petit peu complexes, encore une fois, je n'ai pas de recul là-dessus, j'ai quand même des doutes sur aucune supervision humaine pour aller valider ce qui a été fait par l'IA. Enfin, je pense qu'il faut un retour humain. Après, sur l'UX, encore une fois, pour le niveau de complexité, mais s'il s'agit d'un site de e-commerce pur en B2C, à vrai dire, je pense que l'IA va s'appuyer sur tout l'existant, et l'existant, il est au niveau en termes d'UX. Donc, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Mais si encore, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Yann, mais si on est sur du B2B avec de la vente complexe, on va mal un site web généré à 100% par l'IA, parce que là, on va se retrouver sur des problématiques qui ne sont pas forcément faciles à repérer par l'IA. On a souvent des parcours qui sont privés. Donc, dans ce cas-là, comment les IA font pour savoir ce qui se passe? Et puis, on est sur des choses qui sont très spécifiques, où là, encore une fois, il n'y a pas suffisamment, à mon avis, de données pour les IA pour recréer des parcours UX qui soient valables. Donc, les sites sont, je dirais, oui, pourquoi pas, si c'est de l'informationnel, si c'est du basique, si c'est un site vitrine, si c'est un site e-commerce B2C, ou voire B2B, presque B2C classique, ça me semble jouable, même si je pense qu'il faut quand même une vérification humaine à un moment donné. Mais dès qu'on rentre dans des choses un peu plus... Par exemple, des sites où il y a beaucoup d'interactivité, si on commence à mettre des animations ou qu'on veut faire quelque chose avec une expérience riche, là, j'ai vraiment beaucoup plus de mal à y croire. Mais quand même, c'est normal, quoi. En fait, je dirais presque que même l'IA n'a rien à voir là-dedans, parce que finalement, quand tu vois des sites qui te vendent des tags de sites pour des sites WordPress, en fait, le job est déjà fait. Quelque part, l'IA n'a rien vraiment de magique ou d'extraordinaire. Quand je demande à une IA de me générer un site informationnel en lui donnant les contenus, il fait ni plus ni moins que ce qui a déjà été fait sur des sites de templates. À la différence Magique. près de la facilité de mise en œuvre et d'évolution du site, parce qu'avec WordPress, bon, et qui a plein de défauts, mais qui a aussi des qualités, c'est qu'on peut changer de template et changer immédiatement, sans avoir, avec quelques réserves bien sûr, mais si on se débrouille bien, sans trop avoir à changer son contenu, et puis surtout, on se préoccupe pas trop de la forme, on se concentre sur le fond, et c'est ça surtout qui prend beaucoup de temps sur un site web, surtout un site web de contenu, quoi. En fait. On passe Ouais, l'essentiel de son temps là-dessus. oui, mais j'avoue que j'ai pas assez de retour là-dessus, mais on peut ne pas douter qu'on peut générer un site 100% avec de l'IA qui soit relativement valable. Après, encore une fois, ça dépend des ambitions du site. Tu vois, si c'est pour faire un site TPE qui vise une clientèle locale avec des enjeux financiers qui sont, je sais pas quels enjeux financiers on peut parler. C'est quelque chose une entreprise en B2B qui a 100 salariés, qui vend des machines-outils. On va être sur un autre niveau de complexité, à la fois pour la partie e-commerce et la partie contenu. Donc, dans ce cas-là, puis on est sur d'autres enjeux. Je veux dire, si une vente derrière, c'est une machine à 150 000 ou 1 million d'euros, voilà, moi j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit contrôlé à 100% par les humains et qui fonctionne bien. Bon, en termes de UX, c'est peut-être pas plus compliqué qu'un site informationnel, mais voilà, encore une fois, c'est une question d'enjeu. Alors j'ai une question pour toi pendant que si tu peux essayer de soulager un peu ton ordinateur de tous ces travaux sur le réseau. Tu parles effectivement de contrôle par un humain et de vérification par un humain. Et ce que j'entends dire ici et là, c'est qu'à terme, un peu à la manière de ce qu'on a vu dans le trading algorithmique, par exemple, hein, c'est déjà depuis les années 2000, hein, près de 80% des transactions sur les actions, les valeurs mobilières qui sont comment dire, réalisées par des ordinateurs, donc des ordinateurs qui achètent à des ordinateurs, même si ça peut paraître aberrant, mais enfin c'est comme ça. Je ne sais même pas d'ailleurs comment on peut laisser faire ça, mais enfin bon, c'est ce qui se passe. Et ce qu'on entend dire beaucoup, c'est que l'IA agentique va amener justement le e-commerce à évoluer
vers ce genre de pratique. Alors j'ai discuté d'ailleurs récemment avec Ben Hamilton là-dessus, et lui ce qu'il me disait, c'est que oui, effectivement, jusqu'au processus de paiement, on va pouvoir dire un jour, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais trouve-moi une étagère de 50 centimètres par 10 centimètres de haut qui ait telle et telle caractéristique, qui soit en chêne, plaqué or, et qui soit sourcée dans l'Union européenne et qui coûte moins de 200 euros, par exemple. Et donc là, on imagine l'agent qui va aller chercher, qui va aller peut-être poser des questions en disant, bah écoute, il n'y a pas en dessous de 200 euros, mais j'en ai trouvé entre 300 et 400, est-ce que tu es OK? Et puis qui va peut-être aller passer la commande et puis passer la main à l'utilisateur au moment du paiement. Ça risque de bouleverser quand même beaucoup les sites de e-commerce, tout ça. Enfin, Ouais, ouais, complètement. Alors, si ça existe. oui, ça existe. Bah, c'est le protocole MCP qu'a lancé Google, je crois, l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Enfin, c'est très récent en tout cas, MCP, je crois que c'est qui Claude, c'est consiste. Anthropique, je crois, de mémoire, Alors, hein. j'ai une bêtise, mais Google a lancé en tout cas un Ils ont le leur aussi. protocole qui est adopté par Shopify, je crois, et plusieurs autres aujourd'hui. Même OpenAI, je pense qu'ils l'ont adopté. D'accord. En fait, qui permet de rendre lisible un site web par des agents IA. Donc, et en fait, de faire. Alors, en principe, c'est même jusqu'à la transaction, hein. Je pense que sur ChatGPT, c'est déjà possible. Alors, pas en France pour l'instant, mais en tout cas, avec Shopify, on peut transformer entièrement sa boutique. Et donc, on peut aller jusqu'à la transaction, si je dis pas de bêtises, sur ChatGPT, mais de toute façon, c'est un objectif clair et affiché par tous les transacteurs. C'est de pouvoir faire du commerce sans passer par le site web du client. Ça pose évidemment Mhm. énormément de questions. C'est plutôt des questions économiques, je dirais, qu'à un moment donné, que des questions de mix. Pour l'instant, en tout cas en France, on est très, très loin de ça. Euh, Ouais. donc, ce qui est certain, c'est que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, je ne sais pas à quelle vitesse, on va avoir de plus en plus d'acheteurs, de clients, alors que ce soit en B2C et en B2B, qui passent par des outils comme ChatGPT ou Claude ou Perplexity Hmm. ou Gemini pour faire des recherches, pour aller jusqu'à l'achat. Et ils sont envoyés en dernier lieu, normalement, sur le tunnel de commande du site marchand qui enregistrera la transaction. Donc, on va me dire quoi c'est un site web dans ce cas-là. Bah, le site web, il va quand même avoir encore une grande fonction qui va être d'alimenter les IA par ses contenus. Et je pense qu'il va encore avoir d'autres fonctions. Et c'est marrant parce que ben, on en parlait aussi encore l'autre jour, mais je suis en train d'écrire un article là-dessus. Je pense que les marchands en B2B et en B2C ont de plus en plus intérêt à produire des contenus qui ne produisent pas actuellement, mais qui sont des contenus internes à l'entreprise. Alors, on sort un sujet, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'en fait, demain, il faudra pouvoir créer des contenus alors, à la fois alimenter les IA, mais qui vont aussi être spécifiques au site et qu'on pourra trouver que sur le Ouais. site. Peu du mal, Ouais. je vais être honnête, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors évidemment sur l'UX, ça va avoir un impact aussi, c'est qu'on va avoir des sites beaucoup plus riches en informations. Et donc la vraie question, c'est comment, pour les humains en tout cas, on rendra cette information Ouais. accessible. D'ailleurs, dans tous les termes, hein, quand on parle d'accessibilité, c'est pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi les personnes qui ont alors on dit disability, mais une incapacité temporaire, on peut dire ça comme ça Ouais. aussi, Ouais. ou permanente, hein, bien sûr. Donc ça reste un vrai enjeu, même si les IA, je pense, vont avoir un gros avantage là-dessus. Euh, donc, Hmm. euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, euh, les sites web ne vont pas disparaître. C'est sûr que la bascule de trafic vers les IA va être conséquente. On la voit déjà aux États-Unis sur les sites de presse et sans doute sur les sites de e-commerce en partie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire de site web et ça ne veut pas dire et ça voudra pas dire qu'il ne faudra pas tenir compte de l'utilisateur. Euh, donc là-dessus, on va se dire, ça ne change pas grand-chose, même si on pourrait avoir l'impression qu'il faut se concentrer sur l'expérience IA agentique et Hmm. pas sur l'expérience humaine. En fait, les deux vont être vrais. Euh, Ça me fait un peu responsive design quand c'est apparu dans les années 2000, 2010,
où en fait on faisait une version de site, enfin avant on faisait une version de site mobile, une version de site web normale, et après ça s'est fondu en en un seul code pour toutes les versions, et demain ça va être ça, on va fondre les sites. C'est déjà un peu le cas, on va avoir un seul code pour tous les visiteurs, les humains comme les machines. Et alors on ne fera pas du X pour les machines, je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais en tout cas on continuera à faire du X pour les humains. Alors j'ai eu mon moment Eureka mardi, parce que j'ai fait ma première commande, enfin commande en ligne, pour une session photo, dont l'utilisateur avait trouvé le lien par ChatGPT. Alors, bon, il a cherché lui-même à approfondir sur les sites web, mais la recommandation initiale venait de ChatGPT. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé, il m'a dit immédiatement, non, je suis venu par ChatGPT. Ça a été une grande révélation. Bon, c'est peut-être un utilisateur avancé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était marrant de Ouais, voir, alors de voir ça. je pense qu'il faut dire, enfin, d'a priori, alors moi je ne suis pas spécialiste du SEO, mais il faut quand même dire que le trafic apporté par les IA, enfin les LLM, aujourd'hui, il est vraiment infime. On est loin du trafic de Google, on est très loin de tout Ouais. ça, mais ça Mais vient, il est ça peut-être plus arrive. Donc, qualitatif. ouais. Il est peut-être Mais il plus est très qualitatif qualitatif. aussi. C'est- Ouais, c'est Il y a une ça. étude d'Adobe qui est sortie récemment qui disait qu'en fait, ce trafic IA convertissait 4 fois plus que le trafic classique. Donc, Ouais, c'est anodin. C'est pas anodin. effectivement. J'ai déjà eu des clients aussi qui sont venus par Google, mais plutôt par Google My Business d'ailleurs, je pense. Parce que c'est plus facile. Ok, donc bon, on voit un peu les promesses et les prouesses et les limites aussi, mais est-ce que dans le tas, tout à l'heure tu nous as parlé de Stitch, est-ce que tu as comment dire, des recommandations sur les outils, sur celui-là ou d'autres qui sont des outils qu'il faudrait qu'on essaye absolument? Alors, parler de Stitch parce que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, et puis j'avoue que je vais être tout à fait transparent, moi je suis plus vraiment au taquet sur tous les derniers outils, ça évolue beaucoup. J'en avais quelques-uns quand on a commencé à parler des IA génératives. J'avais fait quelques articles sur mon ancien blog là-dessus, mais j'avais été très déçu à l'époque parce que entre la démo qu'on voit, la démo commerciale, et la réalité, il y avait un gouffre qui rendait le produit vraiment pas utilisable en production ni pour quoi que ce Ouais. soit. Ça a beaucoup évolué, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'avancer. Il y a Lovable, moi je l'ai jamais testé, mais c'est sûrement quelque chose qui est très très bien, on entend souvent parler. C'est vrai que Claude aujourd'hui fait des choses qui sont très très bien aussi. C'est un petit peu différent, je pense, dans l'approche, mais c'est bien aussi. Je ne sais pas, quand même avoir un minimum de connaissances UX pour s'en servir, parce que je ne voudrais pas laisser aussi l'impression qu'on a des outils comme ça de production qui permettent d'avoir des résultats magiques, hein. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On a des choses qui sont acceptables, mais je pense qu'un minimum de contrôle humain reste toujours véritable. Et donc, j'ai revenu sur ce qui est un outil que j'ai testé parce que je le trouve assez prometteur, mais surtout caractéristique de ce que les GAFA, on ne dit plus les GAFA, il paraît maintenant on dit les Mango, j'ai appris ça récemment. Donc, je ne sais plus ce que ça veut dire. Microsoft, Anthropique, Anthropic, Nvidia, X, ouais, ouais, c'est ça. Google, Google, et puis etc., etc. Ouais. etc., etc. Ouais, bon, peu importe en fait. Un joyeux Mais mélange d'ailleurs entre nous, mais bon, un ouais, joyeux mélange. ouais, ça ne peut rien dire, je pense. Mais en tout cas, il pousse clairement des outils qui permettent de s'affranchir en fait le plus possible des êtres propres des interfaces. Stitch, il est intéressant parce que alors, il est vraiment orienté création d'interface, hein, pas création de site. Donc il génère des maquettes qui sont ensuite exportables, si je ne dis pas de bêtises, dans Figma, mais qui sont surtout exportables après dans des outils de programmation. Et donc ça, c'est vraiment super parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on lisse en fait cette chaîne de production, design, développement, alors qui est déjà bien lissée, hein, depuis quelques temps avec Figma, mais qui va l'être de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, demain, on va avoir des designers qui vont quasiment pouvoir en temps réel programmer des sites, même s'il faudra retoucher avec du code, tout ça. Donc Stitch, en fait, il fait quoi? Tout simplement, vous lui injectez, en fait, on va dire un plan de site, vous pouvez même lui injecter des contenus, vous pouvez lui injecter une charte graphique, et là, il va vous générer des maquettes complètes, des mobiles, enfin tout ce que vous voulez, qui sont d'un niveau de réalisation vraiment sympa, pour peu que ce soit bien prompté. Donc vraiment réaliste, une qualité qui est vraiment bonne. Ce qui est intéressant, c'est surtout que vous allez pouvoir faire de la retouche
en promptant. Donc, sans avoir connaissance d'utilisation d'un outil comme Figma, donc ça ressemble vraiment à du cloud code. Hein, donc, vous promptez et vous dites change-moi la typo, change-moi les couleurs, etc. Un des gros intérêts d'avoir Stitch, c'est aussi de générer une feuille de style, donc un design system quasiment, pour exploiter en fait par les gens qui vont développer le site derrière. Donc c'est extrêmement puissant. Ça marche plutôt bien parce que j'en ai testé. Euh, et donc, oui, le point fort, c'est vraiment ce chaînage de mailles qui permet de l'intégrer à un outil de développement directement derrière et qui va faire gagner du temps en production. Là où je suis plus limitatif, mais ça dépend du niveau d'exigence, encore une fois, des entreprises, c'est sur la qualité créative de l'outil. Évidemment, si vous n'êtes pas graphiste, vous allez être ébahi par ce qui est fait et vous dire c'est génial, j'ai pas besoin de graphiste, j'ai un truc qui est magnifique. Et c'est magnifique et c'est beau parce qu'il va générer les photos aussi, hein, donc ça c'est vraiment bien mais avec toutes les limites que ça a. Et sur les photos, c'est souvent des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Alors, je n'ai pas de personnage à 6 doigts, mais on va bien voir enfin, contrôler des images en IA, c'est pas si facile que ça. Et puis après, on va avoir des chartes graphiques très standardisées, évidemment. En fait, une IA, et ça, c'est toujours la même limite, c'est qu'en fait, elle n'est pas vraiment capable de comprendre tout ce qui fait une marque, tout ce qui fait de son ADN. Elle n'est pas capable de réinventer. Moi, enfin, je dis ça, mais les plus beaux sites que je vois aujourd'hui, c'est bien fait par des humains, c'est fait par des IA. Et on le sait, en fait, on voit bien la différence. Ce que fait une IA, il y a toujours quelque part un côté déjà vu, déjà fait, classique, entre guillemets. Il n'y a pas ce côté création originale. Donc là, je parle vraiment de design graphique pur, en fait. Ouais. Donc, c'est très bien, il faut l'utiliser. Pour l'instant, c'est un outil qui est expérimental, donc gratuit. Mais comme c'est Google, expérimental chez eux, c'est déjà très très bon outil, donc assez amusant à tester. Ah, voilà, bon, ça c'est le truc que je connais, donc après, je n'irai pas plus loin, mes connaissances s'arrêtent là, mais c'est assez emblématique, je dirais, de ce que veulent faire ces outils, qui est concrètement en fait d'offrir des services qui permettent de se passer de l'UX designer, du graphic designer, du développeur, avec tous les risques que ça importe. Donc moi je dirais que voilà, on ne va pas refaire le site de la Redoute ou de Shell avec ça, c'est clair. Par contre, c'est certain que je suis une entreprise artisanale, locale, de couverture, de toi, tu vois, bah, pourquoi pas ça peut être super, vraiment. Donc, et là, on a un niveau de qualité qu'on n'aurait pas pu atteindre en passant par un prestataire. Donc, je sais que quand je dis ça, je vais me faire des ennemis, mais c'est vrai. Donc voilà. Et Claude Code, Claude Design, pardon, tu l'as essayé? Alors non, je ne l'ai Qui pas est en testé. bêta, Alors je j'ai crois. testé beaucoup le. Ouais, moi j'ai beaucoup testé le Claude Code. Je me suis bien amusé avec. Sur la partie UX, puisque c'est quand même le sujet de la conversation, alors, bon, il y a un mois et demi que j'ai pu toucher, donc ça a peut-être pu évoluer depuis, mais j'ai pas essayé l'outil de design. Je pense que c'est assez proche de ce que fait Google Stitch de toute façon. Je dirais oui, super, sans doute. Après, encore une fois, ça ne vous garantit pas d'avoir une bonne UX. Notamment, moi, ce que j'ai pu voir pas mal avec Stitch, c'est qu'en fait, dès qu'on va dans le détail, dans des processus un petit peu, pas forcément complexes, mais des petits parcours où il y a 2, 3 clics à faire, des petites choses, on a vite des choses qui ne fonctionnent pas bien, en fait, qui ne sont pas réalistes. C'est toujours la même chose. On sent bien qu'il y a, en fait, qu'on ne comprend pas du tout ce qu'elle fait. Alors, on a beau mettre autant de contexte qu'on veut, il y a un moment Ouais. donné, elle ne pige pas en fait, ce qui se passe. Elle va faire des choses qui. En fait, elle va reproduire des erreurs aussi qu'on va retrouver sur le web. Alors, quand je dis des erreurs, c'est pas des choses qui sont. La nuance est subtile, hein, c'est pas des choses fausses dans le fonctionnel. En fait, elle va reproduire des choses qu'elle a vues sur le web, qui sont des choses qui fonctionnent, mais qui sont mal faites. Parce qu'en fait, elle se nourrit de choses. Le web n'est pas bien fait, en fait. Je veux dire, elle ne sait pas ce qui est bon et pas bon. Elle définit statistiquement ce qui est bon parce que c'est la masse. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est bien. Donc, sans compter le Ouais. côté un peu probabiliste de ces outils-là, qui fait qu'à un moment donné, il y a Ouais. toujours des petits, j'appelle ça des glitches, c'est l'anglais, mais c'est des erreurs. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est pas nouveau, mais je pense que tout le monde n'en a pas forcément conscience et ça peut donner lieu à des bêtises. Je t'apprends rien, enfin ça tu sais très bien, mais on ne peut pas faire confiance à 100% à une IA, on a toujours des erreurs. Et là, c'est Ouais. le bleu.
mais juste, hein, le diable est dans les détails, et malheureusement, et ces détails, parfois, génèrent des grosses erreurs, en fait, des gros problèmes. Ça me rappelle un peu la période où tout le monde faisait du Flash sur ses sites web et ça devenait la norme parce que tous les designers se roulaient par terre dans le Flash et ça leur faisait certainement beaucoup de facturation et que ils étaient très contents. Ouais, Mais par contre, en termes d'expérience utilisateur, c'était une méga catastrophe parce que c'était hyper gourmand, c'était ouais, malhabile, c'était immaintenable, enfin c'était très compliqué. Alors ça, c'était joli comme ça et ça permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement et c'était beaucoup plus graphique que ce que promettait le web à l'époque. Mais en même temps, il y avait d'énormes limites. Alors là, je suppose que il y a des limites. Bon, on en a déjà évoqué quelques-unes, mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est et ce qui m'inquiète un peu dans ce genre de période où on est très vite fasciné par des démonstrations qui durent une seconde et qui produisent un résultat assez extraordinaire, c'est clair. Mais dans la durée, par contre, là, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut être cohérent, il faut être cohérent au travers de son site, il faut être cohérent aussi dans la durée, il faut être capable de maintenir le site. C'est encore, j'ai peut-être un peu cette obsession, mais si ça génère plus de travail ensuite que ça n'en provoquait avant, il y a peut-être un bug, quoi. Et puis, faut être aussi bien intégré dans son CMS, que ce soit WordPress ou autre chose. Parce que si on fait un design graphique qui est, mettons, parfait, pourquoi pas, si tant est que ça existe, et qu'on ne peut pas ensuite le tester dans son CMS, on est obligé de le redévelopper. Enfin, ou alors, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est, on a eu ça d'ailleurs sur un de nos sites d'une association dont je fais partie. On avait un WordPress qui était certes pas fabuleux, mais un enfant de 3 ans pouvait le modifier. Et là maintenant, on a un site qui a été fait par Claude qui est extraordinaire et qui a été fait en très peu de temps, en 4 heures ou 5 heures, avec un design qui est, ma foi, pas parfait, mais enfin, en termes de fonctionnalité, c'est tellement mieux que ce qu'il n'y avait pas avant qu'il n'y a rien à dire. Mais la question que je me pose, c'est le jour où la personne qui a développé ça en 4 heures, et qui a probablement pas beaucoup documenté d'ailleurs, s'en va, bah, on fait quoi? Qui est-ce qui va le retoucher? Comment? Comment il va chercher les sources? Elle est où la base de données? Ils sont où les mots de passe? Ils sont... Comment on fait? Et est-ce qu'on se retrouve pas avec un énorme problème avec cette espèce de mammouth qui a été généré un peu automatiquement, mais pas complètement automatiquement, parce qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui sait où sont les choses. Et si on ne sait pas où est la base de données ni quel est le mot de passe, ben on ne fera jamais rien avec. C'est... Et ça, c'est des grosses limitations quand même, non? ouais, alors ça, c'est une question de code. Alors moi, je suis pas développeur, donc même si j'ai voulu expérimenter avec Claude Code, et je sais pas quelle est la qualité du code généré, je pense qu'un pro nous dirait ça mieux. A priori, il est beaucoup aujourd'hui. Euh, En fait, ça pose la question de la dette technique et la manière dont on fait les choses. Alors c'est vrai que, Hmm. encore une fois, c'est impressionnant parce qu'on peut développer quelque chose très très vite. Après, je pense que les développeurs aujourd'hui passent beaucoup de temps à corriger le code derrière. En fait, développent passent plus de temps à corriger, à modifier et à structurer. Ça, typiquement, je pense que c'est un risque qu'on va avoir. Alors, je ne parle pas d'un site web de 4 pages, pas, ok, bon, là, l'enjeu il est quand même minimum, mais dès qu'on part sur des choses un peu plus complexes, plus c'est large, plus les problématiques de maintenance vont être aiguës et plus ça va être difficile à maintenir. Donc, oui, il y a un véritable enjeu là-dessus. Je pense qu'un des dangers qu'on a avec l'IA, alors c'est vrai avec lui, en tout cas c'est vrai avec le code, c'est effectivement la maintenabilité des applications, leur pérennité dans le temps. Et c'est pour ça que, à mon avis, à partir du moment où on touche au code, on va être accompagné par des pros. Alors, c'est vrai qu'on peut faire soi-même pas mal de choses, et c'est assez gratifiant. D'ailleurs, j'avais fait un article là-dessus, c'était d'après le New York Times, qui était envahi par tous ces gens qui faisaient leur propre site, leur propre application, etc. Bon, sauf que en fait, ça va pas tellement plus loin en général, parce que d'abord, c'est pas duplicable, c'est pas
Et dans le temps, on ne sait pas ce que ça devient. Et quand il faut faire des modifications, bah, on sait très bien qu'après, ça prend beaucoup plus de temps à faire, quoi. Après, alors moi, je vais peut-être faire un petit aparté, mais j'avais une discussion avec un copain là-dessus il n'y a pas longtemps, là, sur le no-code versus le vibe coding, sur la création de sites. Et en fait, finalement, on en était arrivé à se dire qu'il valait presque mieux passer par du no-code, qui est moins impressionnant, on va dire, en termes Hmm. de temps de production et de résultats pour faire des sites ou pour faire des applications, mais beaucoup plus sûr en termes de pérennité, parce qu'en fait, avec du no-code, on est sûr que l'application est très très bien structurée, qu'il n'y a pas de surprise, qu'il n'y a pas de code sale, la maintenabilité est bien meilleure, le risque de faire des erreurs beaucoup plus faible, voire quasiment nul. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une hype sur l'IA qu'on comprend tous, mais qui invisibilise des solutions qui avaient pourtant le vent en poupe un peu avant, comme le no-code, qui, à mon avis, et là, ça peut être pareil pour le design, permettent d'offrir des choses qui sont beaucoup plus solides et rigoureuses, sans pour autant avoir une connaissance avancée de la technologie, c'est même l'inverse, et qui donnent des résultats très très intéressants. Alors, je pense plus à des applications, alors je pense à des choses comme Timetonic, qui est français, mais ça peut être après Bubble, ça peut être enfin N8N, enfin, il y a plein de trucs qui existent dans le code. Airtable, qui permet de faire des choses qui sont très intéressantes, Mhm. alors qui ne sont pas forcément impressionnantes au niveau apparence et esthétique, mais qui sont relativement bien faites, après en termes d'utilisabilité du UX design. Et ça me semble une approche plus intéressante. Après, oui, c'est pas sexy, hein. Quand vous faites une application avec Airtable, c'est pas très joli, ça bouge pas dans tous les coins à votre logo, mais c'est fonctionnel. Bon, après, il y a les applications de code utilisent de plus en plus l'IA aussi, et ça vaut le coup parce que du coup, ça double la vitesse de production, ça permet de faire des choses assez rapidement. J'ai essayé dans Airtable et c'est pas mal. Donc voilà, mais en termes du X, c'est aussi une voie qui peut être à explorer par les gens et qui est aujourd'hui un peu ignorée parce que comme on est tous là à vouloir faire de l'IA partout, on en oublie qu'avant l'IA, il y avait des choses très bien qui existaient et qui sont toujours aussi valables. Donc voilà, Ouais. ça, je suppose que On tu es va peut-être d'accord avec moi là-dessus. on va peut-être revenir à Dreamweaver. Non, non, je plaisante. Oui, et ben, figure-toi qu'il est encore édité par Adobe. J'ai découvert ça, Je sais, je me suis dit, ça existe j'utilise parce que encore, hein. je fais encore j'ai mes pages de cours pour mes élèves. C'est tellement plus facile de maintenir, parce que j'ai l'habitude du logiciel, de maintenir mes listes de liens avec tous les cours dans une page HTML pure. C'est pas très beau, mais je m'en fous. En fait, j'ai un modèle et puis ça marche très vite. Et surtout, si je voulais refaire un WordPress à côté de ça, je m'embêterais, enfin, je créerais un problème, en fait, plutôt que de créer une solution. Alors là, j'ai juste une page à changer. Je pointe sur cette page, j'ai un lien raccourci. Le lien raccourci, je peux changer sa destination, c'est très facile. Bon, alors on a vu les limites, on a vu les promesses, on a vu les limites. Maintenant, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante, c'est quels sont les impacts sur le métier. Parce que tout ça, ça change en profondeur les habitudes, les comportements, le travail en fait, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, c'est clair que ça change les choses. Mais aussi, ça fait bouger le curseur en termes de compétences, en termes d'intérêt du métier aussi, parce que quand on corrige une IA, ben, c'est pas forcément aussi excitant que quand on crée quelque chose de zéro, même si c'est peut-être plus efficace, mais voilà, c'est comme ça, on est aussi des êtres humains, on est, euh, on est piloté par nos émotions, et si ça nous plaît, ben, on a envie de continuer, puis quand ça nous plaît plus, ben, on n'a plus envie d'avancer. Et puis tout ça aussi, ça aura probablement un impact sur la valeur qui est produite, hein, parce que tout comme il y a eu un impact sur la création de contenu, hein, si on peut créer un contenu en 3 secondes, même s'il est mauvais, après, je peux toujours aller expliquer qu'il faut des heures pour créer un bon contenu, mais il faut l'expliquer. Puis les gens en face n'ont pas forcément envie de l'entendre, même s'ils ont tort. Alors donc, quels sont les impacts, d'après toi, sur ce métier de designer? Est-ce qu'au contraire, on va avoir des designers augmentés, il va y en avoir de plus en plus pour corriger de plus en plus d'IA et de faire de plus en plus de choses? Ou au contraire, on va avoir besoin de moins de personnes, mais plus compétentes? Et comment, dans ce cas-là, on maintient leur intérêt? Parce que diriger des personnes et diriger
des agents IA, c'est pas pareil. Alors, voilà, où ça va tout ça? Comment tu le sens? C'est ton avis d'expert, là. Bon, enfin, là, c'est un peu comme tout le monde, on a un peu du mal à y voir clair dans tout ça C'est clair. aujourd'hui. C'est ce que donc, je disais tout à l'heure, il y a deux choses. C'est que, aujourd'hui, l'IA est partout, de toute façon. Donc, quelque part, les outils que les designers utilisent et tous les gens qui sont amenés à créer des expériences humaines, en fait, utilisent déjà ces outils. Donc, enfin, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que ça les aide à aller plus vite? Est-ce que ça les aide à faire mieux? Est-ce que ça les aide à innover, par exemple? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis, j'ai parlé aussi tout à l'heure du prototypage. Donc, clairement, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de prototyper. On peut faire 4, 5, 6 prototypes pour un projet, là où on pouvait en faire qu'un, et encore autrefois sur d'autres projets. Donc, dans la chaîne de production de valeur du X, on voit que. Alors, moi, ma théorie, enfin, c'est pas une théorie, mais mon avis, c'est que ça a plus tendance à transformer le métier qu'à l'accélérer. Je ne suis pas sûr qu'en termes de gain de productivité, ce soit foufou. Parce que comme on l'a vu, en fait, on est tous un peu biaisés par cet aspect, cet effet magique de l'IA. En fait, on fait un prompt, on a un résultat. On se dit, waouh, c'est dingue, je ne pensais pas que c'était possible, ça va révolutionner mon métier. Une fois qu'on l'utilise et qu'on l'explore et qu'on va arriver à un résultat, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si magique que ça, qu'avant d'arriver à un résultat, il faut faire 50 prompts, que c'est jamais parfait, que finalement, on est obligé de mettre les mains dans le cambouis, etc., etc. Je compare ça au code où en fait, on voit bien que ça accélère la production de code. Par contre, d'après ce que j'ai compris, et je ne me trompe pas là-dessus, les développeurs ont plus de temps à corriger, à structurer. Donc, il faut autre chose. Ça a bougé leur métier. Est-ce qu'ils y passent moins de temps? C'est pas dit. Les derniers chiffres aux US, sur le métier de développeur montrent qu'en fait, les embauches augmentent. Donc, est-ce que vraiment des gains en productivité? C'est pas sûr. Ça se mesurera dans le temps. Pour l'instant, on a du mal à le dire, j'ai l'impression. Et je me trompe peut-être, mais bon, j'ai pas vu de chiffres là-dessus. Alors, Est-ce que ça j'ai vu permet des de faire choses mieux très contradictoires sur cette histoire d'embauche parce que Ouais. ça dépendait en fait de la classe d'âge aussi. Ouais, tout Et à fait. C'est voilà. assez complexe. Et Donc, puis, complexe. en plus, les gens comme Sam Altman, Amodi, ils tiennent des discours. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour on détruit les emplois, un jour on en sauve. Enfin, on n'en sait rien. Hier, à Vivatech, il y a Jeff Bezos qui disait que ça allait créer des emplois. Bon, bref, du coup, il y a des études, mais elles manquent largement de recul. Donc, et puis, sans compter qu'en fait, on vit une situation de crise qui inclut tout et qui introduit un autre biais. Donc, bon. Moi, je pense que c'est pas la vraie question. Euh, Peut-être qu'une question plus intéressante, c'est est-ce que ça permet de travailler mieux? Euh, bah, on dit toujours que les gens intelligents vont se servir de l'IA, ils vont travailler mieux, et les bêtes vont se servir de l'IA, ils vont travailler encore moins bien. Je fais souvent passer ça. Difficile à dire aussi. Alors, c'est sûr que quand on est un peu naïf et qu'on se dit, tiens, je vais confier tout mon travail à une IA, je pense que c'est pas une bonne approche. Donc, on pourrait se dire, effectivement, les gens bêtes et qui veulent pas faire d'efforts, ils vont se retrouver avec des trucs qui sont mal faits. Est-ce que les gens intelligents, entre guillemets, et qui vont mieux maîtriser l'outil et qui vont s'en emparer, vont faire mieux? Moi, j'ai parlé à titre perso, alors j'écris des articles, je ne sais pas si vraiment ça me fait faire mieux les choses. J'ai même l'impression qu'en fait, je perds de mes compétences. C'est-à-dire que je peux bien arriver à écrire un article avec de l'IA, en reprenant quelque chose d'existant, en le restructurant, en le faisant écrire mon style, etc. Mais je me rends compte que je n'aurais pas ingurgité le savoir de la chose que j'ai voulu écrire. Donc je trouve que j'y perds. Alors c'est un avis très personnel, hein, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'écriture, et je suppose que ça me ferait quelque chose si je fais des interfaces, c'est justement d'y réfléchir et d'apprendre en fait. Et si je confie ça à une IA, partiellement, parce que ce ne sera jamais totalement, j'ai l'impression que j'y perdrai. Alors j'y perdrai, en tout cas dans ce savoir-faire. Est-ce que ça me permettra de réattribuer une partie de mon jus de cerveau à autre chose? Sans doute. Donc du coup, ça ferait monter en grade, probablement. Donc ça me permettrait de faire des choses différentes. Et ça, j'y crois beaucoup plus. En fait, effectivement, ça nous permet de faire des choses à l'IA et d'en faire d'autres qu'on ne faisait pas avant. Et ça, c'est bien parce que ces choses qu'on faisait pas avant me semblent plus riches et plus intéressantes.
Et ça, c'est peut-être que temporaire, parce que enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça, je m'ennuie vite, et en fait, une fois que j'ai acquis une connaissance, j'ai tendance à m'ennuyer. Et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. En tout cas, je vois comme ça. Après, moi, il y a un disque qui m'intéresse beaucoup, et je trouve qu'on en parle pas assez, parce qu'on dit toujours l'IA, ça permet d'automatiser. Là, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, on automatisait avant les choses. Donc, je ne sais pas pourquoi on automatiserait plus aujourd'hui avec l'IA qu'autre chose. Mais il y a un autre truc moi, qui me semble plus intéressant, c'est que l'IA, ça permet d'innover plus. Et ça, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher la différenciation de ce métier-là, c'est l'innovation. Et j'en prends pour exemple, alors les exemples sont pléthores, mais moi j'aime bien l'architecture. Il y a un exemple en architecture qui est classique, mais quand on a commencé à faire des bâtiments en béton ou en métal au 19e siècle, on a commencé à reproduire ce qu'on savait faire avec ces matériaux. Et honnêtement, l'avantage du métal ou du béton n'était pas flagrant. Mais on se disait, waouh, il a fait un bâtiment en béton, c'est ultra moderne, c'est génial. Waouh, il a fait un bâtiment en métal, sans bien comprendre ce qu'il y avait de bien et sans remettre en question la façon dont on faisait les bâtiments. En fait, il y a l'histoire de ce pont en Angleterre, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui avait été fait entièrement en métal, mais toutes les pièces métalliques avaient exactement en fait, les mêmes caractéristiques que l'ingénieur, qui n'était pas un spécialiste du métal, avait juste reproduit ce qu'il savait faire en métal avec ce qu'il faisait avant avec du bois. Donc en fait, l'intérêt du métal n'est vraiment pas intéressante, mais c'était moderne. Et je pense que beaucoup de gens font encore ça avec l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ils refont des choses qu'ils font encore avec ce qu'ils faisaient avant en tant qu'être humain avec de l'IA, au lieu de chercher à innover. Donc je pense que dans le design UX, même si c'est un métier qui fondamentalement, selon moi, ne change pas beaucoup, puisque c'est un métier de l'humain, là où les choses vont changer, c'est les gens qui vont chercher à innover et utiliser l'IA pour, c'est-à-dire tester, et on en revient à cette question, cette histoire de prototypage, tester des choses qu'on n'aurait pas osé tester auparavant parce qu'on n'avait pas le temps de faire et pas les budgets pour le faire. Et là, oui, pourquoi pas, là, ça changera fondamentalement. En termes de. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de ressources, est-ce qu'il y aura besoin de plus ou moins du UX designer? Moi, je pense qu'il y aura besoin d'autant, sans doute, peut-être de plus, sans doute, parce qu'il y a encore beaucoup de domaines où l'UX n'est pas compte, que ces gens-là travailleront sans doute pas de la même manière que leurs ancêtres, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans. Donc, ils vont utiliser beaucoup plus d'IA. Ils vont sans doute utiliser plus de leur jus de cerveau, donc tant mieux, parce que ce sera plus intéressant, j'imagine, à faire. Par contre, est-ce qu'ils feront plus? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils feront plus de choses. Je pense qu'ils font juste des choses bien meilleures. Et c'est ça qui me semble intéressant. Si c'est juste pour faire des prompts et reproduire des choses qui existent déjà, je ne vois pas l'intérêt. Mais si c'est pour inventer des nouveaux concepts, là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et juste sur ce sujet de l'employabilité des UX designers, etc., je sais qu'aujourd'hui, on traverse une énorme crise là-dessus. On a formé beaucoup de UX designers, et d'ailleurs, on a formé mal, je pense, beaucoup de UX designers. On a beaucoup de chômage, beaucoup de gens qui cherchent des emplois, beaucoup d'indépendants qui offrent leurs services. S'il n'y a pas de travail, ce n'est pas à cause de l'IA, honnêtement. Je ne pense pas. C'est juste parce qu'il y a trop de monde qui ont été formés trop vite et que les besoins ne sont pas encore là. Les entreprises ont coupé leurs investissements dans beaucoup de domaines, dont l'UX. Donc, ne vous inquiétez pas, le problème, il ne vient pas de vous, il vient surtout du marché aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'ils viennent vraiment de l'IA. J'en suis vraiment pas sûr. Je suis sûr que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je le vois comme ça. Des choses qu'on découvrira certainement dans le temps. Voilà, c'est impossible de le dire aujourd'hui. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour ton nouveau blog, qui est très 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 bien d'ailleurs. On commence à avoir pas mal de commentaires dessus, c'est ce qui prouve que tu mets le doigt sur certains sujets intéressants. Et j'y vais souvent pour ma veille aussi. C'est oliviersauvage.com tout bêtement, et ça vaut le coup d'y aller. Alors, pour finir cette interview, il nous reste 5-6 minutes. Bon, même s'il est difficile de dire aujourd'hui s'il y aura un impact positif ou négatif sur l'emploi, ni comment, disons, dans quelle mesure et de quelle manière le métier va évoluer. Il va évoluer, mais ça, à la limite, c'est pas nouveau, ça évolue tout le temps. Mais bon. Mais par contre, ce qui est là où il y a une question légitime, c'est sur la valeur du travail, et qui a aussi un Oui. impact sur le fait qu'il y ait des gens qui travaillent dedans. Parce que, un peu comme ce qui s'est passé dans la création de contenu, il y a, je dirais, un effondrement de la valeur qui paraît
naturel, parce que si on peut, en cliquant 3 fois sur une souris et en posant une question idiote, avoir une réponse intelligente, ça devient très 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 difficile d'expliquer pourquoi il faut aller chercher un expert top momote pour expliquer la vie, la mort et la philosophie. Et surtout Mais en payer fait, moi, très je crois que la cher. réponse, elle est super simple, en fait, hein. C'est que plus vous mettez d'humains dans quelque chose, meilleur ce sera. Enfin, je veux dire des humains, en tout cas, qui ont certaines capacités. Parce que, en fait, si on raisonne là, pour le coup, c'est un raisonnement économique, mais si on raisonne en termes de marché, si c'est si facile de générer des contenus ou des maquettes ou des produits juste en faisant des prompts, tout le monde peut et que tout le monde peut le faire, ça n'a aucune valeur, puisqu'il n'y a plus de rareté, Ouais. on peut produire autant qu'on veut, et quelque part, c'est de la pollution. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui est en train de se passer, on le voit bien, hein, sur les contenus Ouais. vidéo, sur les images, sur les textes, c'est Ouais. de la pollution en fait qui est générée concrètement. Et ça ne va pas durer parce que les moteurs de l'IA vont pénaliser ces contenus-là, parce qu'ils vont vite comprendre en fait. De toute façon, générer des trucs avec de l'IA, c'est régénérer ce qui existe déjà. Donc, alors, Puis sauf on à commence à typer avoir bien. des utilisateurs aussi qui se rebellent. On a vu ça sur les publicités aux États-Unis. Ouais, Skechers s'est fait avoir récemment là, parce que ils avaient fait des publicités avec l'IA et ça se voyait. Et et il y a eu un backlash dans le métro. Alors c'est pas à New York, c'est à Seattle, mais qui est une ville un ouais. petit peu à gauche. Donc et c'est. Enfin bon, on commence à voir les utilisateurs qui se rebellent vis-à-vis de ça. Il y a eu des étudiants qui se sont rebellés contre les discours de Eric Schmidt là, récemment dans une université américaine dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais que je vais retrouver quand Stanford, je ferai l'article. Stanford, ouais. C'était à Stanford, voilà. C'est pas la moindre. Oui, bah oui, ce qui paraît un peu logique d'ailleurs, parce que bon, si l'avenir qu'on promet à nos enfants, c'est d'être remplacé par des machines, c'est pas bien fameux, quoi. Ou pire, de corriger ce que fait la machine. Je trouve ça encore pire. C'est triste. Ouais, moi, je crois pas du tout à cette théorie du grand remplacement par les machines. Je pense que c'est Hmm. une vision complètement simpliste des choses. Euh, c'est sûr que tout est patent, enfin, que c'est à la fois impressionnant et que c'est à la fois inquiétant, et c'est normal, il n'y a pas de raison que ce soit pas inquiétant. Moi, je crois encore une fois que on vit dans un monde d'humains, on vit pas dans un monde virtuel. Les humains, ils ont des besoins, et ces humains-là, ils ont besoin qu'on leur crée des choses pour eux, spécifiques pour eux, intelligentes, etc. Et le fait de les mains de tout le monde, les mêmes outils qui produisent les mêmes résultats, et forcément, ça ne crée aucune valeur. Donc ça, c'est le Hmm. slope, on le voit partout aujourd'hui. Ça n'aura qu'un temps parce que à un moment donné, bah, ça va se réguler. Je veux dire, on va se rendre compte de tout ça, que tout ça n'est pas bien. Les entreprises vont s'en rendre compte. Si demain, j'ai quelqu'un qui vient voir une entreprise en disant je vais te générer 2000 articles en une journée pour mettre en avant ton entreprise, on peut être sûr que c'est pas bon. On peut en être sûr parce que ça va reposer sur rien, sur du vent, sur des choses qui ont déjà été créées. Il n'y aura pas d'originalité, il n'y aura aucune compréhension du contexte. Et c'est pareil pour le design. Donc moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que la valeur peut être créée de la même façon par des gens qui sont bien formés, des outils évidemment, mais bien formés, avec une bonne culture générale, une bonne culture métier. Moi, je pense que la valeur, elle est là, et l'IA amplifiée, éventuellement, et encore, je ne suis même pas sûr, parce que je pense que la valeur, elle est créée par les humains, pas par les machines. Les machines, elles sont au service des humains. À partir du moment où alors, est-ce qu'elle crée de la valeur? Oui, elle peut faire gagner du temps, oui, elle peut faire réfléchir autrement, oui, mais c'est pas si flagrant que ça. Et, un bon outil, enfin, il y a quand même un proverbe là-dessus, c'est quoi? Euh, on travaille bien avec des bons outils, quoi. Ou alors, moi, je dirais plutôt, on travaille bien avec des Un outils si on mauvais sait jour. bien s'en servir, tu vois? Et c'est pas Ouais. parce que tu as Claude entre les mains que tu vas faire un super SaaS. C'est pas vrai. Hmm. C'est absolument pas vrai. C'est pas parce que tu as Claude Design que tu vas te faire un super site avec une super UX. Tu le frappes parce que tu as des compétences pour ce qui se passe, pour tester, pour valider, pour te rendre compte que tes humains comprennent bien ce que tu as fait. Donc, moi, je crois que la valeur, elle est là. Elle est dans les outils. Si Claude, si Gemini, si je sais pas quoi, sont des bons outils. Et en plus, dire franchement, moi, j'ai un doute là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit des bons outils. Et j'ai même de plus en plus de doutes là-dessus, à vrai dire. Euh, donc, je pense que la valeur est créée par les humains. Et, 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 euh,
Oui, alors, je sais ce qu'on va me dire, qu'il y a des gens qui sont déjà remplacés par l'IA, et c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont déjà remplacés par l'IA, parce qu'effectivement, ça remplace certaines fonctions, mais c'est des métiers qui sont très monotâches, j'allais dire, pas des métiers qui ont des compétences un peu multiples. Donc voilà, Mm. enfin bref. Donc je crois que ça peut créer de la valeur dans l'innovation, surtout, mais que c'est pas magique. Et puis surtout, je pense que de toute façon, on utilisera tous l'IA. En fait, ça se fait déjà. En fait, on utilise déjà tous l'IA. Donc, je ne sais pas, en fait, quel est le discours des gens qui disent oui, mais il faut former les gens à l'IA. Les former à quoi? En fait, ils utilisent déjà l'IA les trois quarts du temps sans le savoir. Donc, Ouais. oui, il faut les former, mais il faut les former à être Ce que j'ai intelligents, remarqué, déjà, avant tout. c'est souvent ils l'utilisent, mais qu'ils l'utilisent mal. Non pas parce qu'ils connaissent pas les fonctionnalités, mais souvent parce que ils en restent à la superficie, ils travaillent pas assez et surtout ils savent pas poser les questions. Ça, un truc que j'ai remarqué, c'est que forcément quand on pose des questions naïves, on a des réponses naïves et surtout quand on sait pas orienter la machine, au lieu de lui donner des instructions, c'est la machine qui nous donne des instructions. Et moi, ce que je retiens Ouais, mais finalement de ta conclusion, je pense que le proverbe que tu cherchais, c'est un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. Et ouais. effectivement, un mauvais ouvrier ou un mauvais col blanc, puisque maintenant ce sont les cols blancs qui sont au cœur de ce débat sur l'automatisation des métiers, eh bien, s'ils ont même un outil qui soit bon ou mauvais et qu'ils ne savent pas bien l'utiliser, eh bien, ils produiront toujours un mauvais résultat. Parce qu'en fait, ce qui fait aussi la qualité de l'utilisation de l'outil, c'est la connaissance du métier et l'intuition et la capacité d'orienter la machine sur telle ou telle ou telle chose. Et surtout aussi le travail, parce que ces machines, elles se programment. C'est fini maintenant le prompt qu'on répète chaque fois où on fait, à chaque fois on est en train de réinventer l'eau tiède. Il y a des processus qui peuvent se répéter. Si on est capable de programmer la machine, alors programmer, ça reste quelque chose d'assez simple, hein, mais avec du langage courant, eh bien, on peut avoir des résultats qui sont assez impressionnants. Mais ça demande du travail. Voilà, c'est comme tout, Ouais, bah ouais. finalement. Bah, c'est juste que c'est pas le même travail qu'avant, voilà, c'est tout. Mais c'est du Oui, travail quand même. voilà. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si on ne paye pas ce travail au prix où on le payait avant, on aura peut-être beaucoup moins de candidats aussi. Et on commence à voir d'ailleurs des gens qui s'orientent vers les métiers manuels en disant, ben, finalement, non, moi je préfère quelque chose de concret. Les Ouais, mais ça, opportunités ici sont en train de se boucher. je crois que ça, c'est parce qu'il y a un discours qui veut que l'IA fasse tout, que ce soit magique, que ça remplace les gens, etc. Enfin, on le voit toujours, tous les jours, on voit ça. Et je pense que ce discours, il est faux. Pour l'instant, les entreprises, elles ont tendance à croire ça, parce que tout le monde n'a pas le temps ni le recul nécessaire pour découvrir tout ça. C'est normal. Je veux dire, moi, je fais beaucoup de veille, mais je pense que je fais partie des gens qui font beaucoup trop de veille. Et les gens n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, moi, si je suis chef d'entreprise, je ne fais pas de veille ou très, très peu, etc. Donc, ils se laissent évidemment influencer par les discours les plus saillants. Et les discours les plus saillants, comme tout un chacun sait, c'est les plus mauvais discours. Mais les gens qui sont un minimum intelligents et qui réfléchissent un peu savent très bien que ce qui est produit par l'IA, et je sais à quoi tu fais référence, Yann, mais je pense qu'on en reviendra parce que je ne sais pas, je sais pas qu'on peut comparer cette époque-là, mais il y a eu des précédents déjà dans l'histoire de la technologie. Et quand tout le monde aura compris que générer des milliers et des milliers d'articles comme ça en 5 minutes, ça vaut rien, et ben on en reviendra à faire travailler des gens qui savent apporter de la valeur. Et la valeur, elle est bien chez les gens. Après, ce sont des super outils, et c'est ça qui est bien avec l'IA, et ben, ils apporteront encore plus de valeur et d'innovation, donc tant mieux. Mais il y a un temps, aujourd'hui, on est dans cette phase transitoire Ouais. Et qui est, alors évidemment qui est longue, on ne sait pas où on va, donc, ouais. donc on verra. Mais Voilà. Et puis, comme tu le dis, en plus, elle se passe au milieu d'une crise à la fois économique et politique, et qui semble d'ailleurs tellement interminable qu'on se demande si on va sortir de la crise. Mais enfin voilà, ce que je retiens, c'est une vue beaucoup plus nuancée qui paraît logique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on documente ces sujets-là sur Visionary Marketing, on arrive à ces vues nuancées. Et ce que je remarque peut-être avec un peu de tristesse, hein, c'est que finalement, elles attirent beaucoup moins de likes et de partages que les vues caricaturales. Bon, voilà, c'est peut-être la nature humaine. On aime les vues c'est les caricaturales. algorithmes. Ouais, mais c'est les Peut-être. algorithmes, ça.
Oui, je sais pas s'il y a seulement les algorithmes. Je pense qu'il y a les algorithmes humains aussi, je pense. Qui est des gens qui aiment bien les opinions tranchées. On aime bien le tout blanc ou le tout noir. Le Edgar Morin où tout est blanc et noir en même temps, c'est un peu plus compliqué. Voilà, voilà la dialogique pour vous. Maintenant qu'il est mort, Edgar Morin, il est temps de redécouvrir son œuvre et ce principe de dialogique qui, à mon avis, essentiel. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci Et à bah, écoute, on aura l'occasion, à mon avis, de refaire un point là-dessus je assez pense. rapidement. Avec Bonne plaisir. journée. Salut.